Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre sur ce webinaire. Nous allons démarrer dans 2-3 minutes, le temps de laisser à tous les participants de se joindre. Merci beaucoup pour votre patience. Bonjour à tous, donc à nouveau, merci de vous connecter pour ce webinaire. On va pouvoir démarrer, je pense qu'on a atteint la jauge entre guillemets de participants qui était prévue. Donc la façon dont on a organisé ce webinaire, pour rappel, voilà, on va faire une présentation qui va durer un peu autour de 40 minutes et puis une bonne vingtaine de minutes de questions-réponses pour que vous puissiez avoir effectivement l'ensemble des réponses à vos questions. Est-ce que au niveau du son et de la caméra, tout le monde me voit et tout le monde m'entend? Super. Eh bien, écoutez, on avance. Alors, sur les premières règles du webinaire, donc je crois que vous avez déjà tous bien vu l'utilisation de l'onglet chat. Il y a un autre onglet qui s'appelle sondage qu'on utilisera pendant le webinaire et donc qui vous permettra d'interagir et donc ce qui rendra effectivement un petit peu plus interactif ce webinaire. N'hésitez pas sur l'onglet questions, donc, qui se situe normalement en bas à droite de votre écran. Vous avez vraiment un onglet questions, donc je vous invite à ne pas utiliser le chat pour les questions, mais bien utiliser l'onglet réservé à cet effet. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun aura la faculté de pouvoir voter sur les questions qu'il considère comme importantes, en appuyant sur une petite flèche. Et donc, ce qui nous permettra de classer automatiquement, on va dire, les questions qui sont les plus importantes pour vous tous. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à utiliser l'onglet questions pour poser vos questions et vous pouvez d'ores et déjà commencer à les poser au cours du webinaire. On fera évidemment un petit récapitulatif à la fin. Je vais laisser la parole aux deux Anaïs, donc Anaïs Pfeiffer et Anaïs Varin, pour qu'elles se présentent. Je vais du coup prendre la parole en premier. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors pour me présenter rapidement, donc moi je suis Anaïs Pfeiffer. Je suis chef de projet donc chez Catras au niveau du pôle donc médico-social. Et après une expérience donc d'un peu plus d'une dizaine d'années où j'ai été sur des postes opérationnels dans le champ du travail social et médico-social, j'ai pris ensuite donc des postes de manager et de direction.
J'ai également fait de l'ingénierie pédagogique et beaucoup de formation, toujours dans le secteur donc, social et médico-social. Je suis aussi coach professionnel et je vais, avec ma collègue, donc, me charger effectivement de la mise en place de tout le pôle évaluation médico-sociale pour l'année prochaine. Je te passe la parole, Anaïs. Oui, bonjour à tous. Donc, Anaïs Varin. Donc, la seconde de projet sur le pôle médico-social de Catras. Donc, pour ma part, une expérience plutôt tournée qualité, en tant que chargée de qualité puis responsable qualité dans des établissements. Chez Catras depuis quelques années déjà, avec à mon effectif un peu plus d'une quarantaine d'évaluations externes. Et donc, voilà, on a entre autres en charge donc, l'organisation et la planification des évaluations à venir et également toute la partie accompagnement et qualification de nos évaluateurs. Parfait. Alors, sur la présentation et le déroulé du webinaire, donc on fait une très courte présentation de Catras. Ensuite, on va, donc comme c'était indiqué dans les différents thèmes, vous parler un petit peu de la mise en concurrence des organismes évaluateurs, faire un petit focus sur la méthodologie et les recommandations pour préparer efficacement son évaluation, et ensuite évoquer les points de vigilance pour l'auto-évaluation, qui est évidemment une des composantes importantes dans le cadre de l'évaluation. Sans plus attendre, voilà, je vous présente très rapidement donc la société Catras. Donc nous, on est un acteur de référence du conseil de l'évaluation et de l'audit qualité. On a été créé en 2007. On a un peu plus de 12 collaborateurs salariés pour un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a réalisé depuis 2009 un peu plus de 700 évaluations externes et on a 4 pôles d'expertise, donc, dont le médico-social. Mais c'est ce qui nous a permis effectivement de surfer, entre guillemets, les vagues successives des évaluations externes, puisque vous savez qu'en 2014, par exemple, il y avait eu des vagues très importantes d'évaluations externes et puis plus beaucoup d'activités, entre guillemets, sur la partie évaluation externe les années d'après. Et donc, cette diversification a clairement été, on va dire, une source de pérennité de l'entreprise et également une source de fidélisation, évidemment, des équipes salariées qui sont toujours présentes aujourd'hui et qui étaient là, effectivement, en 2014. Donc ça, je pense que c'est vraiment un vecteur de pérennité de la société. On est nous-mêmes organisme de formation, donc certifié Calliope et ISO 9001. Donc on a aussi une activité de formation qui est non négligeable sur la partie sociale et médico-sociale. On a accompagné beaucoup d'établissements et de services sur des référentiels de certification notamment. Nos salariés sont tous responsables qualité externalisée. Donc ça, je pense que c'est un point important aussi. Ce ne sont pas des qualiticiens purs et durs, ils vivent la qualité au quotidien dans les établissements aux côtés de nos clients. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un point très important. On comprend effectivement, quand on est évalué, ce que ça veut dire pour le vivre au quotidien. Et comme je le disais, donc on a eu l'habilitation à NOSM en 2009 pour réaliser les évaluations externes et on a obtenu la recevabilité opérationnelle le 20 juillet 2022, donc ce qui nous permet aujourd'hui de réaliser des évaluations puisqu'on est inscrit sur la liste HAS. Voilà. Ensuite, sur les différentes thématiques, on va dire, qui sont que l'on gère, soit sur nos activités de conseil, soit sur nos activités de formation. Je vais être très rapide, mais voilà, c'est autour du management et de l'organisation, de l'amélioration continue évidemment avec la préparation de son évaluation qualité sur cette année, la réalisation de son auto-évaluation ou même être responsable qualité en ESSMS. Des thématiques qui tournent autour aussi évidemment de l'hygiène, de la sécurité et de la gestion des risques et en ce qui concerne les RBPP, donc les bonnes pratiques professionnelles. On n'est pas les coordonnées les plus mal chaussées puisqu'on a évidemment un certain nombre d'habilitations et d'évaluations. Donc on est certifié ISO 9001 depuis la création d'entreprise sur l'intégralité de nos activités. Et donc on a à cœur de faire certifier nos pratiques par des tierces parties. Étant organisme de formation depuis 2008, on a également fait certifier la qualité de nos actions de formation et donc on est certifié Calliope depuis 2020. Comme je le mentionnais, on est un établissement autorisé pour réaliser des évaluations depuis juillet 2022. Et on a également réalisé 2 audits internes selon la norme ISO 17020. Alors, c'est un terme un peu barbare pour vous dire que la norme sous-jacente en fait à l'accréditation
du COFRAC concernant les évaluations est réalisé selon les exigences de l'ISO 17020. Donc l'ISO 17020, c'est une norme qu'on connaît très bien, puisqu'on a été audité à 2 reprises en 2020 et 2021, dans un autre contexte, c'est un contexte de tout ce qui était sélection de qualification, formation d'auditeurs Calliope, mais on n'a eu aucune non-conformité. Donc voilà, l'idée c'est juste de vous rassurer sur notre capacité à obtenir l'accréditation in fine, puisqu'on va le mentionner, l'accréditation COFRAC, aujourd'hui personne ne l'a. Pour l'instant, seuls sont autorisés un certain nombre d'établissements, mais l'accréditation COFRAC viendra dans les 18 prochains mois. Et on a évidemment une démarche RSE qui est aboutie et donc on fait évaluer par EcoVadis. Donc ça, c'est une évaluation qui est en cours. Voilà, dernier slide sur la présentation. On vous a mis ici un petit peu les évaluations qu'on a pu réaliser par le passé. Donc vous voyez qu'on a fait à peu près 500 évaluations externes dans le secteur des personnes âgées avec beaucoup d'évaluations, comme je l'ai mentionné, en 2014, donc avec un calendrier relativement un petit peu compliqué sur cette année-là. Et c'est toute l'idée aussi de la réforme, de lisser un petit peu, on va dire, ce calendrier d'évaluation. Environ une vingtaine d'évaluations externes sur le secteur handicap. Et puis, donc ça, c'est par an, et puis environ 5 évaluations externes par an sur le secteur social. Et donc, vous voyez toute la typologie d'établissements et de services qu'on a pu évaluer au cours des différentes années. Et ça, c'est les principaux clients. Vous voyez, c'est les différents logos des clients avec lesquels on a pu travailler par le passé. Voilà, alors je vais passer maintenant la main à Anaïs concernant la mise en concurrence des organismes évaluateurs. Merci. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, je crois que j'ai un petit souci de caméra, mais en tout cas, voilà, je pense que vous m'entendez bien. Donc, effectivement, pour démarrer en fait cette partie, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir répondre à un sondage pour voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, vous respectivement, dans vos démarches. Et est-ce que c'est des choses que vous avez déjà commencé à mettre en œuvre par rapport à la mise en concurrence, par rapport à la rédaction de l'appel d'offres et du cahier des charges? Donc, vous allez voir normalement dans le petit logo sondage, je ne sais pas si vous y avez tous accès, sinon mettez-le dans le chat. C'est bon, du coup, Charles-Antoine, je pense que tu l'as mis en haut. C'est bon, il est publié normalement. Voilà, donc on vous invite effectivement à pouvoir nous faire retour de vos démarches actuelles. Donc par rapport effectivement à l'autorisation des organismes et à la mise en concurrence, on a voulu vous mettre quelques petits points de vigilance. Donc à savoir effectivement aujourd'hui quels sont les organismes qui sont autorisés pour procéder aux évaluations et qui sont inscrits donc sur la liste de l'HAS. Certains d'entre vous ont sans doute déjà dû regarder ça de plus près. Donc les enjeux, c'est effectivement que donc la liste des organismes donc autorisés pour réaliser les évaluations est disponible donc sur le site de l'HAS. On vous a mis effectivement le lien. Vous le voyez au niveau des ressources, c'est un lien où vous pourrez cliquer directement dessus. Et donc ce sont ces organismes-là qui se sont engagés à remplir les exigences du nouveau cahier des charges. C'est important de pouvoir vous préciser qu'actuellement, aucun organisme n'est accrédité de manière définitive. Les autorisations donc, ont été données de façon temporaire dans l'attente de l'évaluation qui va être faite par le COFRAC. Et pour cela, il faudra réaliser au moins une évaluation. Donc effectivement, aujourd'hui, on parle bien d'organismes autorisés et non pas d'organismes accrédités. Pourquoi c'est quelque chose d'important aussi pour vous? Parce que dans l'éventualité, effectivement, où vous faites une évaluation, vous mettez en œuvre une évaluation avec un organisme qui, suite effectivement à l'évaluation du COFRAC, ne pourrait pas bénéficier de l'accréditation, cela pourrait éventuellement remettre en cause l'évaluation qui a été faite. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce point de vigilance, pour vous dire qu'il faut bien penser effectivement à vérifier l'expérience antérieure des organismes que vous allez solliciter, de faire un point bien sûr sur les compétences et sur le professionnalisme des organismes. Donc je voulais préciser, dans la ressource, vous aurez accès directement au lien. Cette liste, elle est mise à jour régulièrement par l'HAS, donc n'hésitez pas à pouvoir vérifier entre le moment où vous éditez votre appel d'offres et le moment
où vous validez, de pouvoir vérifier que l'organisme est toujours bien présent sur cette liste. Pourquoi procéder aussi à une mise en concurrence? Alors, c'est important de vous le préciser également. Nous, c'est des retours qu'on a déjà eus, c'est pour ça qu'on l'a noté. Il a été clairement indiqué par le législateur, donc dans le décret donc, du 28 avril 2022, que pour la réalisation de l'évaluation, l'établissement et le service donc, social et médico-social doivent pouvoir justifier d'une mise en concurrence préalable. C'est-à-dire qu'il faudra que vous puissiez faire appel au minimum à 2 organismes qui sont présents donc, sur cette liste pour pouvoir justifier de cette mise en concurrence. C'est également un élément qui a été rappelé dans le cadre de la procédure d'évaluation des ESSMS. Et c'est aussi important de pouvoir préciser que la liste qui est disponible sur l'HAS a été classée effectivement donc, par département. Les organismes ont été classés par département, mais ces organismes peuvent intervenir sur l'ensemble du territoire. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation, en tout cas, de choisir un organisme dont le siège est sur votre territoire à vous. Au niveau du cahier des charges, donc on a voulu pouvoir vous indiquer quelques éléments importants pour la rédaction du cahier des charges, puisque certains d'entre vous sont peut-être en pleine démarche ou vont l'entamer très bientôt. Donc, comment finalement rédiger un cahier des charges qui puisse être complet et lisible pour les organismes? Alors, nous, on vous propose effectivement de pouvoir mettre ces éléments-ci. Dans un premier temps, de pouvoir mettre l'objet de votre appel d'offres et la présentation de votre établissement. Alors, quand on dit établissement, ça va être effectivement de pouvoir décrire votre établissement, les différents services, de pouvoir dire quelques mots du gestionnaire et de l'organisation humaine de votre structure, donc comment effectivement les choses sont organisées en interne, et de pouvoir détailler votre projet global, donc quelles sont vos missions et quels sont les types de publics que vous accompagnez. Ça peut être intéressant aussi à ce moment-là de pouvoir agrémenter avec quelques données qui relèvent plutôt de votre périmètre d'intervention et de l'environnement dans lequel se trouve votre structure. Ça permettra en tout cas d'avoir des éléments déjà très clairs pour bien cerner finalement votre mission et votre champ d'action. Ensuite, de pouvoir faire une présentation du contexte et du projet. Donc, ça va être de pouvoir mettre en évidence quels sont les délais pour vous, combien d'évaluations sont attendues, alors en fonction du nombre de sites et de services que vous avez dans vos établissements, et quelles sont les modalités de concertation que vous souhaitez au moment de la phase initiale, mais aussi tout au long du processus d'évaluation. À ce moment-là, c'est important que vous puissiez effectivement préciser les coordonnées des personnes référentes pour toutes les questions qui vont être relatives à l'appel d'offres, pour que si un organisme a besoin d'avoir des précisions, qu'il puisse facilement retrouver cet élément. Ensuite, on va être sur la mise en œuvre que vous souhaitez. Alors là, vraiment, c'est là où vous allez pouvoir notifier quelles sont vos attentes. Est-ce qu'il y a des attentes particulières par rapport à ce déroulé? Est-ce que vous avez des besoins également? Les contraintes qui peuvent être liées aux particularités de votre activité. De pouvoir préciser aussi les conditions d'accès à l'information et à l'ensemble des documents, puisque comme vous le savez, il y a une phase d'étude documentaire. Donc, c'est important de pouvoir dire aux organismes comment ils vont y avoir accès et aussi de pouvoir indiquer quels sont les livrables que vous souhaitez recevoir. Tous les supports que vous attendez, voilà, tout ce qui va être visible de la part des organismes. Au niveau du contenu des offres, c'est là où vous allez pouvoir effectivement mettre en évidence tous les éléments, toutes les informations qui vont être importantes pour vous, à savoir quelle est la méthodologie utilisée par l'organisme, quels sont les livrables, on vient d'en parler, quelles sont les sollicitations internes qu'il va falloir envisager, le planning général de la démarche, le profil des évaluateurs également, le listing des documents qui vont vous être proposés en amont de l'évaluation pour travailler ça effectivement avec vous et avec l'ensemble des équipes professionnelles. Et éventuellement, voilà, le détail aussi d'exemples, comme on parlait avant du professionnalisme et de l'expérience antérieure des organismes, pour
pourquoi pas effectivement demander des détails, des exemples concrets de prestations que cet organisme aurait pu faire dans d'autres établissements. Enfin, donc, vous pouvez préciser effectivement certains éléments par rapport à vos critères de choix qui vont permettre d'arriver à retenir un seul organisme. Donc, par rapport à cela, vous pouvez effectivement préciser des critères sur l'engagement qualitatif que vous attendez, des éléments financiers, la démarche RSE ou tout autre élément qui vous paraîtrait important pour pouvoir prendre votre décision. Parfait. Je vous propose maintenant de faire un petit sondage pour avoir une idée de tous ceux qui ont déjà en fait des établissements qui sont concernés par les évaluations, donc à rendre avant juin 2023. Et donc le résultat du premier sondage, donc tous ceux qui avaient publié la mise en concurrence, la majeure partie, donc 80% d'entre vous, ne l'avaient pas encore fait, 15% étaient en cours de rédaction et 5% l'ont déjà fait. Voilà, donc sur la partie établissement, voilà, il y a quand même déjà un certain nombre de personnes qui ont, un certain nombre de personnes sur ce webinaire qui ont des établissements autorisés en 2008 ou 2009 et donc qui sont concernés par l'évaluation de qualité à rendre avant juin 2023. Donc c'est intéressant et ça nous permet effectivement d'orienter aussi un petit peu le discours. Donc on vous a mis ici, et je vois que la caméra, on a des petits problèmes de caméra, alors hop, je vais réessayer de... Il semblerait que du coup, le problème de caméra est un problème de son au passage. Hop, alors, on va attendre un instant qu'il revienne. Alors, j'en profite très rapidement pour vous préciser, du coup, j'ai bien vu les questions. En effet, la présentation vous sera rediffusée par la suite, elle sera mise à disposition. Donc, vous aurez de nouveau accès à tout ce qui vient d'être dit. Voilà, et donc je suis revenu, tout va bien. Voilà, donc sur ce slide-là, je ne sais pas si tout le monde voit précisément. Ce qu'on a essayé de faire, c'est un genre de rétro-planning en fait, de l'auto-évaluation et de l'évaluation pour que vous puissiez voir quand est-ce qu'il faut vraiment démarrer la démarche qualité, entre guillemets, avant l'évaluation et préparer sa consultation éventuelle. Donc là, si j'exclus en fait tous les établissements ou services qui doivent rendre leur rapport avant juin 2023, parce qu'évidemment, on ne pourra pas prendre autant de temps que ce que je vais présenter, étant donné le timing imparti. Et donc voilà, donc si j'exclus ces établissements pour l'instant, on estime qu'il faut à minima 1 an, commencer 1 an avant la mise en consultation pour que ensuite l'organisme évaluateur puisse répondre à l'appel d'offres, et qu'ensuite le SSMS concerné puisse réaliser son auto-évaluation, le bilan de l'auto-évaluation, mettre en place et mettre en œuvre le plan d'action. Ça, c'est vraiment un point important. Il faut que la démarche qualité vive pour qu'on puisse en voir les effets positifs et ensuite réaliser l'évaluation sur site. Et donc, si je me concentre maintenant un tout petit peu sur l'évaluation sur site, il y a un certain nombre de règles qui ont été dictées par la HAS en termes de délai. Donc, notamment, le premier délai, c'est que l'organisme évaluateur a 1 mois pour finaliser son pré-rapport et le rendre disponible sur Sinae. Ensuite, le SSMS a 1 mois pour transmettre les éventuels éléments additionnels. Et ensuite, alors là, il n'y a pas de délai, on va dire, qui soit fixé par la HAS, mais il y a effectivement cet échange contradictoire qui a lieu et la publication du rapport définitif qui a lieu effectivement une fois qu'il y a eu ces discussions, une fois que le rapport définitif a été rédigé. Donc vous voyez, donc rien que la phase en fait d'évaluation prend un minima autour de 3 mois. Alors on peut évidemment essayer de condenser un petit peu cette dernière partie parce que c'est là où on a un petit peu de flexibilité. Mais voilà, déjà 3 mois pour l'évaluation. Et puis si on remonte un petit peu en arrière, le temps de réaliser son auto-évaluation et de mettre en concurrence les organismes, vous devez quasiment démarrer ce process 1 an avant.
Maintenant, pour tous ceux dont les établissements ont été autorisés en 2008-2009 et donc qui doivent rendre leur rapport d'évaluation avant juin 2023, et je rappelle, hein, c'est avant juin 2023, donc ça veut dire que l'évaluation doit bien avoir lieu, idéalement 3 mois avant. Hein, donc l'évaluation sur site doit être programmée autour de mars-avril, dernier quart. Hein. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et donc pour tous ces établissements, évidemment, hein, faire une auto-évaluation, ça peut être un petit peu court. Donc si vous avez la capacité de le faire, tant mieux. Mais sinon, évidemment, il faut quand même arriver à démontrer que vous avez mis en place l'amélioration continue, donc soit au travers d'une évaluation interne, mais en tout cas, voilà, et avoir certains éléments qui prouvent effectivement que vous avez mis en place cette démarche qualité. Voilà sur ce slide. Je vais ensuite passer la main à Anaïs Varin concernant la méthodologie et les recommandations pour préparer son évaluation. Oui, ça tombe bien, je vais en profiter pour répondre à quelques questions qui sont déjà en cours. Donc, pour rappel, hein, le contexte actuel est celui-ci. Les autorités de tarification et de contrôle, donc c'est-à-dire les ARS, les conseils départementaux et toute structure qui vous délivre votre autorisation à aujourd'hui, avait donc en demande, hein, suite au décret qui est sorti l'année dernière, de mettre à disposition un calendrier qui arrêtait la programmation de vos évaluations pour le prochain cycle. Donc ce calendrier devait être à disposition depuis le 1er octobre. En effet, certains ont pu le remarquer, il y a quelques retards. Certains ont déjà reçu les courriers indiquant quand auront lieu leurs évaluations. Mais dans tous les cas, en effet, ce sont les autorités qui délivrent vos autorisations qui vous donnent les informations sur la réalisation de vos évaluations. Ce sera en aucun cas l'HAS notamment. Les évaluations ne sont pas à l'origine de vos autorisations. Elles sont là pour donner un rythme de contrôle et d'évaluation, ça porte son nom, qui permet en fait à vos autorités de tarification et de contrôle de voir un petit peu où vous en êtes dans votre démarche, si vous respectez bien les réglementations. En aucun cas, c'est un exercice qui a en lieu de vous mettre une sanction. Il n'y aura pas d'impact financier sur votre CPOM. C'est vraiment pas le but de l'évaluation. Ça peut être éventuellement le cas en cas de contrôle de la part de vos autorités, mais vos évaluations non seulement ne rythment pas vos autorisations, mais n'auront pas de sanctions à la clé non plus. Donc là, petit point de vigilance du coup, hein, pour ceux qui ont fait leurs évaluations internes et externes, qui du coup se sont basés sur les précédentes dates pour caler leurs prochaines évaluations. Je vous rappelle que le rythme des évaluations a changé. Aujourd'hui, l'évaluation interne n'existe plus et les évaluations externes, qui du coup deviennent des évaluations seules, auront lieu tous les 5 ans et non plus 7 ans après le démarrage de votre autorisation et 3 ans avant la fin de votre autorisation. Donc, soyez vigilants. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos autorités, en fait, hein, si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr de quand vont avoir lieu vos évaluations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, ce sont les établissements et services qui ont été autorisés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 qui démarreront leurs évaluations, puisqu'on attend leur rapport au plus tard le 30 juin. Pour tous les autres, votre évaluation aura lieu entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2027. Donc voilà, ça c'est vraiment le nouveau rythme. Et donc à compter de 2027, vous aurez à nouveau un arrêté qui programmera votre évaluation pour les 5 prochaines années. Et donc voilà, le rythme, ce sera celui-ci. Un point de vigilance aussi, c'est pour tous les services et les établissements qui avaient procédé à une certification, notamment Calisap, Capandeo, etc., qui vous permettait de ne pas faire vos évaluations externes puisque les critères d'évaluation étaient semblables à ceux des référentiels. Aujourd'hui, comme on a changé de référentiel, les indicateurs ne collent plus avec les indicateurs de la certification. Par conséquent, ceux qui sont certifiés vont devoir réaliser à nouveau leurs évaluations. Vous n'aurez plus du coup cette possibilité de faire juste votre certification. Donc, soyez vigilants là-dessus. Si jamais parmi vous, certains sont certifiés, aujourd'hui, votre certificat ne rend pas du coup obsolète le fait de faire une évaluation. Raison de plus pour vous renseigner auprès de vos autorités si jamais vous n'êtes pas informé des délais.
Un petit rappel rapide sur la méthodologie. Ce nouveau référentiel, il est en 3 chapitres. 3 chapitres présentés chacun par une méthode. On va avoir l'accompagné traceur, donc c'est tout simplement l'usager ou le résident que vous allez accompagner, qui va être au cœur de ce nouveau référentiel. L'objectif, c'est vraiment de voir tout ce qui est mis en place autour de cette personne. À cela va s'ajouter du coup le point de vue des professionnels et la pratique de ces derniers à travers les traceurs ciblés. Et enfin, la mise à disposition des outils et des moyens par l'audit système. Et donc ça, c'est géré par la gouvernance. Le but, c'est vraiment d'avoir un regard croisé entre ce qui est prévu, la théorie et les processus mis en place par la direction ou par le groupe, et réellement en pratique, sur le terrain, comment ça se passe pour les personnes que vous accompagnez et pour les professionnels. Cette nouvelle méthodologie, elle est basée sur 9 thématiques. Ces thématiques, on les retrouve, vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez consulté le manuel, dans tous les chapitres. L'idée, c'est vraiment qu'on ait ce regard croisé en fait entre les différents interlocuteurs. Donc, si on prend un peu plus en détail du coup ces méthodes, ça nous permet tout simplement de voir, voilà, si on prend l'accompagné traceur, c'est une rencontre avec une ou plusieurs personnes que vous accompagnez dans le cadre de vos prestations. On va aller les interroger sur plusieurs thématiques, la bientraitance, comment s'est passé leur accueil, comment se passe leur suivi, etc. Et on va essayer d'aller voir aussi, concrètement, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'eux peuvent nous dire, mais aussi au niveau des professionnels, qu'est-ce qu'ils ont pu nous apporter. Vous le verrez tout au long du manuel, vous avez toujours des critères où on vous précise si on interroge la personne, si on interroge le CVS, si on interroge des professionnels. L'idée, c'est vraiment de croiser ces différents points de vue pour voir comment s'est passé l'accompagnement de votre usager. Le deuxième chapitre, lui, va être plutôt tourné sur la pratique terrain, sur comment se passent les interventions des professionnels, quelles sont leurs pratiques, quels sont les documents qu'ils utilisent. Voilà, l'idée, c'est de voir aussi les accompagnés traceurs, voilà ce qu'ils ont ressenti. Je prends un exemple d'une personne qui me dit moi, à l'accueil, j'ai eu ça et ça comme document. Ok, on voit comment les professionnels mettent à disposition ces documents. On verra ensuite avec la gouvernance, comment ils ont été créés, comment on les met à jour, ces fameux documents. Donc, il y a aussi toute cette partie documentaire et puis voir quelle était la procédure qui était prévue pour l'accueil de la personne. Est-ce que ça s'est bien passé comme ça ou est-ce que la personne qu'on a accompagnée, les professionnels, nous font remonter que non, il y a peut-être eu des petites différences. L'objectif, c'est de voir, est-ce que tout le monde va dans le même sens? Est-ce que tout se passe au mieux? Ou est-ce qu'il y a des dérives entre ce qui est prévu et la pratique? Bien entendu, l'objectif, c'est pas de dire qu'une personne n'a pas fait son travail correctement parce que la procédure prévoyait ça et qu'il ne l'a pas fait. C'est de dire, il y a un écart, on essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est un problème de formation, de compréhension, de mise à disposition des outils? Est-ce que c'est pas la personne accompagnée qui a tout simplement oublié qu'on lui a fourni quelques documents? Ça nous est tous arrivé de demander à une personne si elle avait bien signé son contrat et puis qu'elle nous réponde non, alors qu'on a la preuve dans son dossier qu'elle l'a eu. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on ait tous ces regards croisés et qu'on essaie de voir ce qui fonctionne bien, qu'on puisse le valoriser. C'est aussi le but de l'évaluation. C'est là aussi la grosse différence avec un contrôle ou un audit. On est là aussi pour mettre en avant ce qui fonctionne bien. Et puis, pointer éventuellement les quelques axes d'amélioration qui pourraient y avoir. Ce qu'on vous recommande pour vous préparer au mieux, dans un premier temps, c'est d'utiliser l'auto-évaluation. Vous avez possibilité, notamment sur la plateforme Sinae, mise à disposition par la HAS, de vous préparer à ces évaluations. Ce n'est pas obligatoire, ça c'est une chose. Les évaluations internes en elles-mêmes ne sont plus obligatoires depuis 2019. Pour autant, le fait de mettre en pratique cette auto-évaluation, ça vous permet quand même de prendre connaissance un petit peu de la logique de cette évaluation, de voir quels sont les éléments de preuve que vous allez devoir fournir, quels sont les éléments d'évaluation que vous allez devoir présenter, comment ça va se dérouler, qui on interroge sur quoi. Voilà, comme ça vous prépare un petit peu, ça vous met en situation pour vous préparer au mieux par la suite. Et ça vous permet aussi de pouvoir montrer que vous êtes dans cette démarche d'amélioration qualité en continu, que vous avez des éléments que vous prenez en compte. Et surtout, pour rappel, les évaluations internes ne sont plus obligatoires. Par contre, ce qui est redevenu obligatoire, c'est un point qualité sur vos rapports d'activité annuels. Donc, le fait de travailler comme ça sur votre amélioration, de dire que vous avez travaillé sur tout ou partie, par exemple, de votre auto-évaluation, si vous pouvez le mettre en avant,
ça vous permet toujours d'aller plus loin, de répondre aux obligations et puis de montrer que vous êtes vraiment dans cette démarche de manière continue. Ça vous permet aussi de voir voilà, un petit peu en pratique ce qui est prévu. Hein. Le manuel fait quand même un peu plus de 200 pages, c'est assez lourd. À lire comme ça, bon, ça peut être assez complexe. Si vous le présentez tel quel à vos équipes, généralement, ça ne passe pas. Donc l'idée, c'est plutôt de dire, bah, voilà, on se l'approprie, on se met en place, on voit comment on le déploie, est-ce qu'on a les moyens, les ressources, sur le terrain, comment ça se passe. Et puis, ça vous permet aussi de commencer à tester un petit peu l'échantillonnage, de voir bah, quels sont les accompagnés traceurs que vous pourriez mobiliser ou pas, quels sont les professionnels qui pourraient participer, de façon aussi à ce que tous les services soient représentés, et voir comment est-ce que vous pouvez articuler tout ça dans le quotidien de vos équipes, que ça ne devienne pas non plus une charge énorme à un moment donné. Je vous rappelle encore une fois que c'est un cycle qui change. Aujourd'hui, on est sur un cycle d'évaluation de 5 ans. Donc l'idée, c'est aussi que vous puissiez justifier qu'entre vos 2 évaluations, il se passe des choses, que vous êtes vraiment dans cette démarche en continu, que vous n'avez pas juste fait l'auto-évaluation quelques jours avant l'évaluation et qu'après, vous ne faites plus rien pendant 5 ans. Sinon, au moment de reprendre la démarche, déjà, vous risquez d'épuiser les équipes, ça ne va pas forcément bien se passer, vous allez avoir plus de freins. Et puis surtout, si les autorités vous demandent à un moment donné de justifier que vous êtes toujours dans l'amélioration, notamment dans le cadre du renouvellement de votre autorisation, par exemple, bah, si vous n'avez rien fait entre les deux années d'évaluation, ça va être plus compliqué pour vous de mettre en avant tous les outils nécessaires. Ça vous permet vraiment voilà, d'avoir cet axe d'amélioration, de mettre à jour votre plan d'action, de voir un petit peu aussi bah, où vous en êtes là. Généralement, on a tendance à se dire, bon, bah ça, c'est pas parfait, c'est pas grave, je gérerai ça plus tard. Le fait de se poser sur l'auto-évaluation, ça vous permet aussi de dire, bon, bah ça, je m'étais dit que je le ferais plus tard, finalement, je ne l'ai pas fait, il faut que je pense à le mettre dans mon plan d'action, comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Et on poursuit comme ça, de manière à ce que vous ayez toujours ce support à jour qui vous permette aussi, bah, en cas de contrôle ou en cas de demande des autorités, de pouvoir fournir une preuve que vous êtes vraiment dans cette amélioration. Et enfin, ça vous permet aussi de mobiliser vos équipes en continu, pas juste sur une période intense de quelques mois ou quelques semaines au moment de l'évaluation. Et au final, bah, le reste de l'année, c'est pas mis en pratique et du coup, bah, ça s'essouffle. C'est là où vous mettez en place des procédures bah, qui sont jamais utilisées. Le but, c'est vraiment que vous puissiez impliquer les équipes, qu'elles comprennent que c'est quelque chose qui s'inclut dans leur quotidien, que vous devez utiliser tous les jours et que ça devienne vraiment un automatisme. Donc vraiment, voilà, on vous invite à faire l'auto-évaluation de façon à vous préparer au mieux sur ce qui va arriver pour la suite et puis que toutes ces obligations qui sont dans le référentiel, bah, ça devienne des automatismes que vous pourriez utiliser par la suite. Je vais continuer du coup, merci Anaïs. Donc effectivement, par rapport aux étapes, on a essayé de pouvoir vous tracer un petit peu les grandes étapes à suivre. Donc la première, effectivement, bah déjà, c'est de cerner la philosophie de l'auto-évaluation et de pouvoir sensibiliser les équipes. Alors ça, c'est des choses qui bien souvent sont déjà faites au niveau des établissements, mais dans la mesure où on est quand même sur une révision assez fondamentale de l'action, c'est déjà la première étape à pouvoir reprendre pour la gouvernance et avec les équipes, effectivement. De pouvoir ensuite réaliser la préparation à l'auto-évaluation, sa réalisation et ensuite un bilan de celle-ci. Dans la troisième étape, de pouvoir identifier et prendre en compte donc, les axes d'amélioration et les potentielles évolutions réglementaires qui vont bien sûr continuer à se faire dans les années à venir. De déployer ensuite donc un système de planification et d'organisation des actions à entreprendre pour améliorer les pratiques, donc compte tenu de tous les éléments que vous allez recueillir jusque-là. Et ensuite, bien sûr, de pouvoir organiser donc, le suivi et la mise en œuvre des actions retenues et s'assurer donc que ces actions soient mises en œuvre de façon totalement effective au sein de vos établissements. Donc, effectivement, si on doit résumer ça serait des phases d'anticipation, d'organisation, de planification et de communication par rapport à cette nouvelle démarche où le manuel d'évaluation que vous trouvez donc effectivement sur le site de l'HAS devient pour vous, je dirais, une ligne directrice pour pouvoir organiser tout ça. On va passer au point de vigilance pour l'auto-évaluation. Alors,
Ça va me permettre de répondre encore une fois à quelques questions. Donc, premier point de vigilance, ça va être autour de vos accompagnés traceurs. Il y a eu pas mal de flou sur le début, en tout cas, de la publication des éléments. Ce qui a pu être par la suite précisé par la HAS, c'est qu'en effet, vous avez un nombre d'accompagnés traceurs qui est de minimum 3. En sachant que vous devez du coup présenter une liste de 6 personnes, et donc parmi les 6, avec l'évaluateur, vous allez choisir 3 accompagnés. Les accompagnés sont sélectionnés, non pas complètement au hasard, mais avec une logique par rapport à votre activité. L'idée, c'est voilà, qu'on ait des personnes qui représentent un maximum vos services, ce que vous mettez en place. Donc, on va essayer d'avoir des personnes qui sont arrivées récemment, qui sont là depuis longtemps, qui font appel peut-être, qui peut-être ont commencé par de l'accompagnement en accueil de jour et qui ont fini en EHPAD, ou bien qui ont commencé dans un de vos services et puis dans la suite de leur parcours, on finit dans un autre. L'idée, c'est vraiment qu'on ait quelque chose qui soit pertinent, qui montre aussi voilà, l'ensemble de vos prestations. Donc, le minimum est de 6. Petit point de vigilance, ce n'est pas par rapport à la taille de votre établissement vraiment qu'on se base, mais plutôt par rapport au service que vous proposez. C'est-à-dire que si vous êtes sur une structure qui propose de l'aide à domicile, de l'accompagnement, de la résidence, enfin voilà, on peut avoir des multisites. Faites attention du coup, puisque ça veut dire qu'on doit avoir un échantillonnage représentatif de votre service. Ça veut dire que vous serez forcément à plus de 3 personnes. On va essayer d'avoir au moins un accompagné par service pour que ce soit vraiment représentatif de tout ce que vous faites et qu'on ait le regard du coup de ces accompagnés sur l'ensemble de vos prestations. Cette liste, elle est préparée vraiment en amont de l'évaluation. Donc, c'est pas juste l'évaluateur qui va vous dire au dernier moment, bon, bah, moi, je vais voir monsieur X, madame Y et puis monsieur Z. On va vous prévenir à l'avance par rapport à la liste que vous aurez fournie, quels sont les profils qui sont jugés les plus pertinents, de façon aussi à ce que vous puissiez prévenir ces personnes, les préparer, qu'elles sachent ce qu'est l'évaluation, est-ce qu'elles sont toujours consentantes pour participer. Et j'insiste sur le consentement, parce qu'on va vous demander de pouvoir justifier que la personne que vous présentez pendant l'évaluation, elle est consentante pour la faire, qu'elle est bien d'accord, qu'elle a compris le principe et que vous ne lui avez pas imposé. Les profils sont vraiment divers et variés pour les structures qui sont spécialisées notamment sur de la petite enfance ou de l'accompagnement de personnes ayant des troubles cognitifs importants. Ça n'empêchera pas que ça reste le public que vous accompagnez, donc ils vont forcément être évalués même s'ils sont non communicants. Et à ce moment-là, soit votre évaluateur, en accord avec vous, va essayer de cibler les personnes qui peuvent quand même comprendre un minimum et s'arranger en utilisant des techniques, bien sûr spécifiques, pour les non-communicants et essayer d'échanger avec eux. Dans le cas où ce serait vraiment trop complexe, ce sont les représentants légaux qui se sont mis à contribution pour participer à l'évaluation et représenter du coup leurs proches ou la personne qu'ils représentent. Le deuxième point de vigilance, donc là un peu plus spécifique au multisite, ça va être notamment par rapport à vos numéros de finesse. Si toutefois, aujourd'hui, certains d'entre vous ne l'ont pas, je vous invite fortement à vous rapprocher des autorités compétentes de façon à ce que vous puissiez les avoir au plus vite, parce qu'en fait, vous avez besoin de votre numéro pour pouvoir vous inscrire sur Sinae. Je vous rappelle que Sinae est la plateforme sur laquelle vont se dérouler les évaluations, sur laquelle elles seront saisies et où vous aurez accès du coup aux corrections. Donc, il faut impérativement que vous puissiez vous y connecter. Ce qu'il va falloir aussi voir avec vos autorités, c'est que souvent on a une autorisation avec plusieurs finesses parce que vous avez une autorisation pour plusieurs sites, par exemple. Donc là, ça peut vous entraîner plusieurs évaluations. Vous pouvez aussi avoir le cas où vous avez un numéro de finesse pour plusieurs sites, ce qui veut dire que potentiellement, vous pourriez avoir des évaluations donc, communes dans le sens où les services supports qui sont mutualisés peuvent être évalués qu'une seule fois. Mais vos autorités peuvent quand même vous demander une évaluation propre pour chaque service. Donc là, c'est pareil. Si vous avez un cas spécifique comme celui-ci, faites vraiment le point avec vos autorités pour être sûr de ce qu'ils attendent de vous et que vous fassiez le nombre d'évaluations nécessaires.
Enfin, point de vigilance sur les critères impératifs. Vous en avez déjà probablement entendu parler. Dans les 157 critères, vous en avez 18 qui sont classés comme étant impératifs. Ce sont des critères qui s'appliquent à tous les établissements et services, qu'ils soient sociaux ou médico-sociaux, et à tout public. J'entends déjà les services à domicile me dire « c'est pas possible, il y a du circuit du médicament, nous on ne fait pas de soins ». Sachez que si, j'insiste, c'est vraiment tous les ESMS, dans le sens où on va essayer de voir comment est-ce que vous participez à la continuité en fait de la mise à disposition de médicaments. Est-ce que vous assurez, voilà, vous intervenez pour la prise des repas, il y a un pilulier à disposition, est-ce que vous avez noté si les médicaments étaient pris ou pas pris, est-ce que vous avez mis votre document de liaison d'urgence en place? Voilà, c'est toutes ces petites choses qu'on va adapter en fonction du type de structure et d'établissement ou de service. Mais dans tous les cas, vous serez tous concernés. Ce sont des critères qui vont entraîner la mise en place d'un formulaire spécifique qui sera annexé à votre rapport si jamais il y a un écart dessus. C'est-à-dire que si vous avez une cotation de 1, 2 ou 3, il y aura forcément un formulaire complémentaire qui va faire aussi qu'on sera obligé de prévenir en tant qu'évaluateur la gouvernance et de faire des investigations complémentaires de façon à pouvoir, alors, dans le meilleur des cas, trouver les informations qui vont nous permettre de vous mettre une cotation de 4, sinon de pouvoir justifier de là où vous en êtes, d'avoir des éléments complémentaires à rajouter sur le formulaire. Et là où je vous invite à être vraiment prudent, et d'où l'intérêt aussi de vous préparer et de faire votre auto-évaluation, au moins, si vous n'avez pas le temps, au moins vous focaliser sur ces critères. Parce que si jamais vous avez des écarts sur ces 18 critères, vous avez obligation de mettre à disposition votre plan d'action immédiat. C'est-à-dire que vous devez pouvoir, en même temps que la remise de votre rapport aux autorités, mettre à disposition un plan d'action qui montre que vous avez pris en compte les écarts sur ces critères et que vous avez commencé à travailler dessus de façon pour vous améliorer dans les meilleurs délais. Donc, afin d'éviter vraiment tout décalage là-dessus, n'hésitez pas à vous préparer vraiment en amont. Donc voilà, en synthèse, pour reprendre un petit peu les éléments principaux qu'on a pu se dire. Donc effectivement, nos recommandations, ça serait bien sûr de prendre en compte l'existant, donc vos enjeux, vos projets d'établissement, de service, vos ressources, les moyens, les processus opérationnels, de pouvoir anticiper en évaluant les ressources qui vont être nécessaires. C'est pour ça qu'on a repris effectivement aussi une sorte de planification pour que vous puissiez avoir un maximum de temps pour pouvoir préparer les choses de la meilleure façon possible, de raisonner en risque, notamment, et de pouvoir faire preuve du coup de pragmatisme, c'est-à-dire effectivement essayer de cibler son action et d'avoir des points de vigilance particuliers là où vous sentez qu'il peut y avoir des choses qui mènent à confusion lors des évaluations, de pouvoir donner du sens à la démarche engagée, bien sûr, puisque cette démarche sera engagée avec l'ensemble des professionnels qui sont sur le terrain aujourd'hui, d'identifier les interlocuteurs qui vont être concernés, de les sensibiliser aux enjeux de ces évaluations, et enfin de pouvoir organiser le projet et prioriser les actions que vous allez pouvoir mener et qui vont montrer effectivement cette volonté d'amélioration sur le moyen et long terme. Et je vais passer la parole à Charles-Antoine pour la conclusion. Parfait, merci Anaïs. Donc sur la conclusion, voilà, vous avez fait un petit récapitulatif donc en ce qui concerne l'exigence du cahier des charges. Donc pour vous, les critères qu'il faut vraiment observer pour faire le choix de votre organisme évaluateur. Donc nous, très concrètement, on a obtenu la recevabilité opérationnelle du COFRAC parmi les premiers établissements. On a un peu plus de 15 années d'expérience dans le secteur, avec plus de 700 évaluations externes qui ont été réalisées. Et le risque sur l'accréditation à proprement parler nous semble très limité, puisque on a fait 2 audits internes à 2 reprises en 2020 et 2021 sans aucune non-conformité sur la base des exigences de l'ISO 17020, qui est la norme sous-jacente pour l'accréditation.
Voilà, je pense qu'on fait un tout petit point sur la posture et le professionnalisme des intervenants, parce que c'est aussi évidemment des éléments qui font partie du cahier des charges de la HAS. Donc, hormis les compétences, évidemment, qui vont respecter l'ensemble des exigences du cahier des charges, on met un point d'honneur vraiment à qualifier le savoir-être de nos sous-traitants et de nos partenaires avec lesquels on travaille, qui sont au nombre de entre 40 et 50 pour vraiment mailler le territoire français. Et l'objectif, évidemment, sur les compétences, on le voit bien sur les CV, mais sur le savoir-être, et donc ça va incorporer tout ce qui est la bienveillance, la capacité à reformuler des questions, etc., qui sont des points très très importants. Valoriser aussi le travail de l'ensemble des personnes de l'établissement. Voilà, tout ce savoir-être est vraiment évalué dans notre processus de recrutement à travers des phases de mise en situation et à travers des phases d'observation. Et donc, c'est un point pour nous qui est extrêmement important et qui est systématiquement évalué dans tous les partenaires avec lesquels on travaille. Et évidemment, on fait très attention aussi à qualifier des prestataires et des salariés qui sont suffisamment diversifiés en termes d'expérience dans les différents types d'établissements et services pour s'assurer que la personne qui vient évaluer l'établissement ait une expérience préalable naturellement dans cette typologie d'établissement. Voilà, donc je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. On vous a mis aussi quelques éléments de ressources documentaires pour que ce soit pratique. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous aurez accès à l'ensemble des éléments qui sont importants, le manuel d'évaluation, la foire aux questions, le référentiel d'évaluation et puis la procédure d'évaluation des ESSMS. Et donc, on va passer aux questions. Alors, peut-être qu'on peut d'ores et déjà commencer par une question sur laquelle il y a eu pas mal de votes. Donc, je rappelle pour nous dire les questions qui vous intéressent le plus, n'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche. Il y a un petit carré avec une petite flèche avec des petits numéros. Donc, quand vous cliquez, potentiellement, ça veut dire que vous êtes intéressé par cette question. Et donc, ça nous permettra de traiter les questions par ordre de priorité. Donc, peut-être première question, accompagné traceur. Les questions sont à la discrétion de l'évaluateur. Existe-t-il un guide d'entretien qui cadre ces questions? Et ces questions sont-elles tracées dans Sinae? Alors, il n'y a pas de guide à proprement parler, comme on pourrait l'entendre et tel qu'il avait été éventuellement présenté au tout début de la sortie du manuel. Ce sera aux évaluateurs d'adapter les questions qui sont attendues sur le chapitre accompagné traceur et de les adapter en fait au public qui sera en face. On ne va pas aller poser les questions telles quelles, par exemple, à des enfants ou des personnes qui auraient des troubles cognitifs. On va tourner les choses de manière à ce que ce soit plus accessible. Après, c'est à chaque cabinet d'évaluation, enfin chaque organisme en tout cas autorisé de se préparer en fait son guide, mais la HS n'a pas mis à disposition un guide tel qu'on peut avoir par exemple pour le CVS, où là par contre on a en effet une grille avec des questions très spécifiques, mais c'est propre qu'au CVS. On n'a pas de grille pour le reste des personnes à rencontrer. Voilà, et puis pour illustrer un petit peu la réponse à la question, on vous partage également donc les différents critères qui correspondent à l'accompagné traceur. Donc ça, c'est ni plus ni moins qu'une extraction de Sinae. Et vous avez systématiquement, donc pour chaque accompagné traceur, le libellé du critère, les différents secteurs publics, les éléments d'évaluation qu'il faut coter. Donc, je vous rappelle aussi, c'est pas parce qu'on a un critère qu'il y a un élément d'évaluation, il y a plusieurs éléments d'évaluation par critère multipliés par le nombre d'accompagnés traceurs. Donc là, en l'occurrence, la moyenne qui va correspondre, la note moyenne qui va correspondre au critère 1.1.1, ça va être d'abord la moyenne de chacune des cotations d'éléments d'évaluation par accompagné traceur, fois 3, puisque vous avez 3 accompagnés traceurs, et donc ça va être la moyenne de l'ensemble de ces notes. Donc c'est un peu complexe, donc ayons en tête aussi que nous, en tant qu'organisme évaluateur, nous n'avons pas que 157 critères à évaluer, on a évidemment beaucoup d'éléments d'évaluation à évaluer par critère, et d'autant plus parce qu'il y a 3 accompagnés traceurs. Et vous voyez qu'on est quand même pas mal cadré aussi, évidemment, sur les différents éléments d'évaluation, avec également toutes les observations. Donc on indique clairement les différentes observations et les exemples qu'on peut éventuellement envisager pour évaluer ces éléments d'évaluation.
Alors, je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire. Pour répondre à quelques commentaires, on vous rappelle, c'est prévu par le manuel, c'est minimum 3 accompagnés traceurs. C'est un minimum. Que vous ayez 5 personnes accompagnées, 8, 30, 50, 60, 100, quoi qu'il arrive, le minimum, ce sera 3 personnes et ça ne dépend pas de la taille de votre établissement. Ça dépend du nombre de services que vous présentez également. Voilà. Ensuite, peut-on se contenter des 18 critères impératifs pour réaliser sa première auto-évaluation si le délai court imparti avant sa première évaluation externe, du coup? Alors, en soi, oui, c'est déjà la priorité. Ça vous évite d'avoir des fiches complémentaires à votre rapport. Pour rappel, les rapports sont publics. On n'a pas encore aujourd'hui le décret qui nous permet de savoir concrètement qu'est-ce qui sera rendu public. Est-ce que c'est tout le rapport? Est-ce que c'est qu'une partie? Est-ce que les fiches le seront également? Sous quelles conditions? Donc voilà, dans le pire des cas, dites-vous que tout sera public. Donc l'objectif, bien évidemment, c'est que vous ayez le moins de choses en axe d'amélioration à montrer à n'importe qui. Au contraire, que vous puissiez plutôt montrer des retours d'évaluation plutôt positifs. Votre objectif, c'est en effet de ne pas montrer que vous ne maîtrisez pas un des critères impératifs, qui sont des critères sur lesquels vous allez être le plus attendu. C'est ceux qui représentent généralement les sujets qui sont souvent d'actualité, gestion de la maltraitance, de la bientraitance, les événements indésirables. Voilà, c'est vraiment des attentes de la part de vos autorités, de la part de la HAS et puis de la part de n'importe qui souhaiterait intégrer votre structure. S'ils prennent connaissance de vos rapports, qu'ils se rendent compte que vous ne maîtrisez pas ces éléments-là, ça risque de vous porter préjudice. Voilà, une autre petite question sur la durée de l'évaluation entre guillemets externe. Est-ce qu'elle sera plus longue qu'auparavant? Alors peut-être pour vous donner quelques éléments de réponse, on a fait un petit peu on a repris en fait l'intégralité du manuel qualité avec l'ensemble des durées qui étaient préconisées par la HAS. Il y a quelques éléments sur lesquels on n'a pas forcément d'éléments de réponse de la part de la HAS et donc on a estimé un temps à passer. Et ce dont on se rend compte, c'est que l'évaluation sur site est relativement similaire à ce que l'on pouvait faire sur l'évaluation externe. La seule différence, c'est que, comme vous le savez, il faut à minima 2 évaluateurs, donc c'est une équipe de 2 évaluateurs à minima, quelle que soit la taille de l'établissement, quelle que soit la taille du service, on est obligé d'avoir une équipe de 2 évaluateurs. Donc, à minima, le temps passé sur site en jour homme, je parle bien en jour homme, est de 2. Maintenant, le temps passé avec les équipes, si on met 2 personnes pendant une journée, sera d'une journée calendaire. Maintenant, ce qui concerne le temps alloué à la préparation de l'évaluation, à la rédaction des rapports, certains nous diront oui, on va gagner du temps parce qu'effectivement, il y a moins de rédaction de rapports à faire, certes, mais comme vous avez pu le voir dans la grille que je vous ai projetée, il y a 157 critères fois le nombre d'éléments d'évaluation par critère. Et en ce qui concerne, comme je l'ai mentionné, les accompagnés traceurs, il y a 3 fois la même chose effectivement à remplir. Donc, il y a beaucoup plus de critères à remplir que dans le précédent schéma. Donc, on pourra gagner peut-être un petit peu de temps, mais évidemment, je vous invite de toute façon à mettre en concurrence l'ensemble des organismes évaluateurs que vous souhaitez appeler pour avoir une cotation du temps qui soit relativement, qui vous satisfasse. Donc voilà quelques éléments sur la durée d'évaluation. Je précise aussi, ce qui peut impacter la durée d'évaluation, on l'a mentionné, c'est parfois aussi le fait d'avoir des critères impératifs qui ne soient pas respectés. À chaque fois pour l'organisme évaluateur, ça veut dire aussi des fiches critères à remplir, des discussions avec la gouvernance, etc. Et puis remplir ça évidemment sur Sinaï. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, comme on l'a mentionné, sur l'accompagné traceur, quand vous avez plus de 3 accompagnés traceurs, étant donné que la durée recommandée par la HAS est d'environ 45 minutes par accompagné traceur, si vous avez beaucoup de services, ça peut allonger un petit peu la durée de l'évaluation. Alors, il y avait une autre question sur les personnes qui ont des troubles cognitifs.
savoir si en effet ils doivent être interrogés et comment, et surtout comment on recueille leur consentement. Alors, si vous êtes un établissement notamment qui est spécialisé sur ce type d'accompagnement, quoi qu'il arrive, voilà, vous n'aurez pas le choix, ce sera forcément ce profil-là qu'on va devoir interroger. Encore une fois, sous condition que cela soit possible avec des adaptations de moyens et d'outils. Sinon, ce sont les représentants légaux qu'on va plutôt interroger. L'idée, ce sera de voir aussi, vous avez ce type de profil, ça veut dire que vos professionnels doivent pouvoir s'adapter pour pouvoir garantir l'accompagnement. Un accompagnement qui, de base, doit se faire avec le consentement de la personne. Donc l'idée sera de voir aussi comment vous avez fait pour avoir le consentement de la personne, comment vous faites pour respecter ses droits et ses devoirs alors que c'est une personne qui a des troubles cognitifs ou vous n'êtes peut-être pas systématiquement en capacité d'avoir son expression orale pour avoir son consentement. Donc en fait, ce sera là aussi un des profils qui peut être très intéressant à voir en évaluation, c'est de voir sur des cas complexes comme celui-ci, comment vous-même vous êtes en capacité aussi de vous adapter, de garantir le consentement de la personne, de garantir voilà, que l'accompagnement se passe au mieux, que les bonnes pratiques sont bien mises en place. Donc oui, en effet, vous pourriez avoir ce type de profil en accompagné traceur, et bien sûr, l'évaluateur que vous aurez en face de vous sera en capacité de s'adapter. Si vraiment le profil est trop complexe, rassurez-vous, il y a toujours les représentants qui peuvent être mobilisés. Voilà, pour donner quelques précisions aussi, SINAE fait doublon avec nos logiciels d'évaluation, est-ce obligatoire? Alors, SINAE, c'est vraiment la plateforme sur laquelle nous, en tant qu'organisme évaluateur, devons soumettre l'évaluation à vous-même, donc aux établissements et aux autorités. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas transiger sur cette plateforme, on est obligé de passer par là. Et donc, c'est d'autant plus important de ce que vous disiez Anaïs tout à l'heure. Pour avoir accès à la plateforme SINAE, il faut que vous ayez votre numéro de finesse. Et donc, ça, c'est un point vraiment, vraiment très, très important. Alors ensuite, il y a une question sur les évaluations internes qui ont été transmises en 2018. Alors en effet, vous devez quand même attendre du coup le calendrier, je vous rappelle. La loi de 2019 change le rythme des évaluations, change le référentiel. Et donc, que vous ayez transmis votre évaluation interne avant ou après cette loi, en fonction d'ailleurs des demandes de vos autorités, n'aura pas, en fait, ne vous donne pas le feu vert pour vous dire, bon, bah voilà, je l'ai transmise, donc ça veut dire que dans 3 ou 5 ans, il faut que je fasse mon évaluation externe. Ça ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Donc, en effet, rapprochez-vous de vos autorités ou voilà, attendez éventuellement un calendrier s'ils le sortent. Mais ne partez plus du principe que vous allez compter 7 ans après votre dernière évaluation externe ou 5 ans après votre évaluation interne, parce qu'aujourd'hui, on ne te calcule plus du tout comme ça. Une autre question, est-ce que l'auto-évaluation peut être menée sous forme d'audit interne au sens de l'ISO 9001, en allant interroger les personnes accompagnées, observer les pratiques, interroger les professionnels et vérifier ce qui est prévu au niveau organisation, système de management? Alors, comme on l'a mentionné, l'auto-évaluation n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée par la HAS, elle le dit à de multiples reprises. Maintenant, petit point en aparté, quand on dit mener sous forme d'audit interne, attention, on est vraiment, enfin en tout cas chez Catras, et ce qu'on demande globalement, c'est d'avoir une évaluation au sens de l'évaluation. Donc on n'est pas sous une forme d'audit interne où il faut mettre une conformité ou non-conformité. On est vraiment là pour évaluer et pour valoriser les pratiques avec bienveillance et ensuite pour coter. Donc on n'est pas, on est vraiment pas dans un système où on va mettre une conformité ou une non-conformité, mais bien une notation sur la base d'une évaluation. Donc ça, je pense que c'est un point important. Donc si effectivement vous devez réaliser cette auto-évaluation, mettez bien en place ce système d'évaluation. Après, vous pouvez toutefois quand même vous appuyer aussi sur le rythme que vous avez mis en place dans le cadre de votre certification ISO pour utiliser les temps de réunion que vous mettez en place, les groupes de travail, pour y inclure aussi les éléments attendus dans le référentiel. Nous, c'est des choses qu'on fait déjà en accompagnement avec certains de nos clients. Voilà, essayez d'optimiser aussi votre temps. Encore une fois, l'idée, c'est que ça s'inclue dans vos démarches tout au long de vos parcours, pas juste pendant 6 mois parce que l'évaluation arrive. Il faut que ce soit quelque chose qui se mette dans les pratiques de vos professionnels au quotidien. Donc, si vous arrivez à l'inclure dans d'autres systèmes comme la certification,
tant mieux. Mais en effet, faites attention, c'est pas juste dire conforme ou pas conforme, c'est aussi être en capacité de voir, vous le maîtrisez, ok, un peu, pas beaucoup, et sous quelles conditions. Et peut-être si je me permets juste de rebondir aussi, donc sur une autre question qui a été posée par rapport toujours à Sinaï et à la relation avec l'auto-évaluation. Alors, il n'y a pas d'obligation d'utiliser Sinaï, effectivement, dans le cadre de l'auto-évaluation. C'est une proposition, c'est une opportunité, je dirais, qui a été donnée aux organismes pour pouvoir se saisir de l'outil en tant que tel, comme il va être utilisé au moment de l'évaluation. Donc, pour qu'on soit au plus près des attentes de l'évaluation et pour se familiariser un petit peu aussi à tout ce qui va être demandé. Pour autant, ça n'est pas effectivement une obligation dans le cadre de l'auto-évaluation. Les évaluateurs utiliseront Sinaï, les rapports seront établis via Sinaï pour l'évaluation, pour l'auto-évaluation. S'il y a des supports autres qui existent, vous pouvez les utiliser à l'interne pour vous. Mais effectivement, on vous conseille quand même vivement de pouvoir au maximum vous familiariser d'ores et déjà avec Sinaï. Voilà, je crois qu'il y avait une autre question qui n'était pas dans la question, qui n'était pas dans l'onglet questions, mais dans l'onglet chat. Donc pour les deux analyses, qui concernait la faculté qu'auraient les professionnels d'assister à un entretien accompagné de traceurs. Alors, il faut vraiment faire attention. Chaque méthode permet de rencontrer des personnes bien spécifiques. On évite de faire intervenir les professionnels quand on voit les personnes accompagnées, tout simplement pour qu'elles soient libres de nous dire ce qu'elles veulent et ce qu'elles pensent sans avoir cette crainte que ce soit répété, que l'information circule. L'évaluation, en fait, permet aux personnes de nous donner des informations. Donc, toute personne rencontrée, que ce soit gouvernance professionnelle ou personne accompagnée. Et ça reste anonyme. En fait, l'idée, c'est que vous ne sachiez pas exactement d'où on sort l'information, mais plutôt quel est l'écart qui est observé, avec les éléments de preuve qui vont avec, bien évidemment. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de risque par la suite, qu'il y ait des systèmes de vengeance ou je ne sais quoi, comme on a pu déjà le voir. Donc, dans l'idéal, on voit les personnes les accompagner les traceurs sans les professionnels, tout comme la gouvernance ne doit pas intervenir durant l'évaluation des professionnels et de la personne accompagnée. Alors, je mentionne juste que dans les textes, pour être très précis, on demande que la gouvernance ne participe pas à l'évaluation. Maintenant, quand on dit participer, ça veut dire est-ce qu'on peut être là en tant qu'observateur? Je pense que rien ne l'interdit. Exactement, et du coup, ça c'est un élément que vous retrouvez dans le manuel, c'est pas propre aux évaluateurs, c'est vraiment un élément que vous avez dans le manuel d'évaluation. Donc n'hésitez pas à en prendre connaissance, tout comme vous avez une procédure mise à disposition des ESSMS, donc qui est vraiment propre à votre structure, propre à la préparation de vos évaluations, donc n'hésitez pas aussi à la consulter et pas juste prendre connaissance du manuel, ça vous apporte des éléments complémentaires également. Voilà, il y a pas mal de questions autour du lien HAS que j'ai remis dans les réponses aux différentes questions. Donc le lien de la plateforme Sinaï, donc c'est HTTP, vous l'avez dans les réponses aux différentes questions, je le remets à toutes les personnes qui posent les différentes questions aussi. Peut-on demander à l'organisme évaluateur de nous fournir les grilles d'entretien pour que nous puissions réaliser l'auto-évaluation? Les grilles d'entretien, elles sont en fait disponibles sur Sinaï. Enfin, ce qu'on appelle grille d'entretien, c'est vraiment certaines questions, notamment sur le CDS, qui sont disponibles sur Sinaï. Donc, on peut éventuellement faire des extractions, si vous le souhaitez, évidemment, de la plateforme Sinaï. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de grille spécifique qui soit publiée de la part de l'HAS. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, donc une personne qui gère un EHPAD et un SIAD, savoir s'il faut créer 2 comptes sur Sinaï et faire 2 déclarations. Alors, encore une fois, ça va dépendre de vos numéros de finesse. Vous devez avoir... en fait, vous vous inscrivez avec le numéro de finesse que vous avez. Si c'est un seul numéro pour vos 2 structures, il faut que vous voyiez avec vos autorités comment ils envisagent le déroulé de vos évaluations. Si c'est bien des numéros distincts, en effet, du coup, vous créez bien 2 comptes
Alors, petit point de vigilance lors de la création des comptes, dès lors que vous utilisez une adresse mail, en fait, chaque adresse est rattachée à un site. Donc attention, vous risquez de vous retrouver bloqué si jamais vous voulez créer 2 comptes avec une même adresse. À ce moment-là, rapprochez-vous de la plateforme d'aide de la HAS. Vous avez les liens disponibles quand vous créez vos comptes. Ils vous débloqueront la situation rapidement. Mais voilà, ne soyez pas surpris si jamais vous n'arrivez pas à créer 2 comptes, c'est normal. Encore une petite question sur les accompagnés traceurs. Dans le cas où l'équipe d'accompagnement est la même pour tous les accompagnés, y aura-t-il une réunion d'équipe à chaque accompagné traceur ou bien une réunion d'équipe pour les 3 accompagnés traceurs? Donc, si je reformule, est-ce qu'on a un entretien avec chaque accompagné traceur ou est-ce qu'on a un entretien collectif? Alors, on va pouvoir mutualiser les informations de sorte à ce que, en effet, si c'est la même équipe qui intervient chez tout le monde, on ne va pas démultiplier le temps inutilement. On va interroger l'équipe de manière complète sur l'ensemble des traceurs et l'ensemble des accompagnés traceurs avec tous les éléments qui vont avec. En revanche, lorsque vous avez des équipes qui interviennent de manière spécifique sur un service ou sur une action voilà, que les autres ne font pas, du coup, on va interroger un peu plus cette personne-là de façon à avoir des compléments d'information et que ce soit vraiment représentatif de l'ensemble de vos activités. Voilà, je crois qu'on a essayé de répondre à l'ensemble des questions et hormis s'il y a encore d'autres questions qui sont sur le chat. Mais voilà, je crois qu'on avait prévu 1h15, donc on est vraiment pas loin des 1h15. Un dernier mot sur les informations pratiques. Donc on a une newsletter mensuelle, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a le lien qui est disponible sur le PowerPoint. Nous faisons, comme on vous l'a mentionné, des formations, nombreuses formations sur le nouveau référentiel HAS, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des demandes particulières. On vous remercie beaucoup pour votre temps et avant que vous ne partiez, il y aura un questionnaire de satisfaction à ce webinaire dès que j'aurai clôturé l'événement. Et on vous demande effectivement, si c'est gentiment de votre part, de pouvoir remplir ce questionnaire d'évaluation avant de vous envoyer le PDF de la présentation. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre temps et vos nombreuses questions. Et on vous demandera évidemment aussi dans les questions de satisfaction les autres thématiques de webinaire que vous souhaiteriez voir dans les prochains mois. Donc, on va essayer de tenir un rythme à peu près d'un webinaire par mois sur voilà, l'année qui vient. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.